Isolement, crise, tension, problèmes de communication, mauvaise entente, ces éléments impactent la relation parents-adolescents et leur quotidien. En France, 4 adolescents sur 10 déclarent avoir des problèmes de communication avec leurs parents. Quel est le quotidien de ces adolescents ? Pourquoi ont-ils peur de se confier à leurs parents ? Est-ce un problème de confiance ? Pourquoi s'isolent-ils ? Ont-ils suffisamment de personnes à leur écoute ? Pour répondre à ces questions légitimes, comprendre et tenter de trouver des solutions, nous recevons Olinde Forest, psychopraticienne qui exerce à A180° Chagrin scolaire à Mâcon. Bonjour Olinde. Bonjour. La période de l'adolescence représente une transition pour les jeunes. Elle est marquée par des transformations physiques, psychologiques et sociales. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les enjeux ? Alors c'est vrai que l'adolescence, il y a déjà le côté physique, puisqu'il y a des transformations corporelles chez les ados. Les changements physiques sont liés à la puberté et ça on n'y peut rien, c'est pour tous les ados. Et le problème c'est que souvent ça modifie l'image que chaque ado a de lui, ça c'est clair. Et donc souvent l'ado se cherche, c'est une période où il cherche à avoir confiance en lui. Et ça peut être remis en cause notamment parce que il y a les problématiques physiques, les boutons, l'acné qui viennent. C'est vrai que notamment avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose de plus en plus prégnant, moi je trouve, chez les ados. Donc il y a cette recherche d'identité, ressembler à ses pairs, mais en même temps pas trop, donc c'est compliqué. Et puis c'est se démarquer de ses parents, devenir autonome. Et ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué parce que souvent les parents ne voient pas leur enfant grandir, ne les voient pas devenir ados. Et donc ça, c'est des enjeux forts d'arriver à se démarquer de ses parents. Ça, c'est hyper important. Et puis, Parcoursup. Ça, quand on arrive à un certain âge, effectivement, il y a cette pression sociale. Je trouve, moi, chez les ados, qui est beaucoup plus prégnante que chez nous. À mon époque, on faisait le collège et puis après, on faisait le lycée. Puis après, on cherchait ce qu'on allait faire. Et là, on en est au stade où presque les collégiens devraient savoir ce qu'ils veulent faire avant d'arriver en seconde, mais pour dans 10 ans pratiquement. Et moi, je trouve ça assez terrifiant parce que ça génère une pression encore plus grande que nous, on n'avait pas du tout à notre époque. Et donc ça, c'est des enjeux importants chez les ados actuellement. C'est que ce soit l'image de soi, qu'est-ce qu'on va faire de l'avenir, et puis arriver à se démarquer des adultes. Cette période va modifier la dynamique familiale. Pourquoi cela peut-il créer des tensions entre les parents et leurs adolescents ? Alors ça crée des tensions parce que souvent, les parents sont déstabilisés. Ils sont déstabilisés parce qu'ils ne voient, comme je le disais, ils ne voient pas grandir leur enfant. Et donc, ils n'arrivent pas à les comprendre. Ils ne comprennent pas, par exemple, que ce qui fonctionnait lorsqu'ils avaient 10, 11 ans ne fonctionne plus quand ils en ont 13 ou 14. Si, par exemple, on prend la problématique du téléphone, qui est quand même quelque chose qui est assez récurrent en problématique, j'entends, chez les parents. Au départ, quand ils ont un téléphone de plus en plus jeune, et ça, j'ai pas d'avis là-dessus, mais souvent, un ado, quand il commence à avoir un téléphone à 11, 12 ans, au départ, il a une demi-heure de téléphone par jour et c'est OK. Et donc, il respecte les règles et les parents sont plutôt assez contents. Et puis, en grandissant, les choses bougent. Effectivement, ils veulent plus de temps. Et les parents ne comprennent pas que les enfants, que les ados commencent à faire la tête. Alors que c'est bien logique, c'est-à-dire ils en veulent plus parce qu'on est dans une génération où quand même le téléphone, c'est à peu près leur troisième bras. Et qu'à chaque fois qu'on leur enlève, on a l'impression de les couper des relations sociales avec leurs amis. Et les parents ne comprennent pas ce système parce que, quelque part, c'est comme s'ils avaient oublié que nous, à notre époque, on n'avait pas le téléphone portable. Mais on avait le filaire que vous n'avez pas connu. C'était les téléphones qui étaient collés au mur. Et dès qu'on rentrait de l'école, tout simplement, on prenait notre téléphone et on appelait nos copines pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et ça rendait dingue nos parents. Et en fait, le téléphone portable, c'est ni plus ni moins que la même chose que ce téléphone filaire. Et c'est vrai que ça génère des conflits parce que les parents se disent « c'est bizarre, ça marchait avant, pourquoi ça ne marche plus maintenant ?» Et donc souvent, ils insistent en se disant « ça a marché, ça devrait continuer à marcher ». Sauf que ça ne marche plus. Et donc là, il faut, et nous, c'est notre rôle de thérapeute, essayer de faire différemment. Des parents choisissent de renforcer leur posture autoritaire face à ces tensions. Pourquoi n'est-ce pas forcément une bonne solution ? Le problème, lorsqu'on est de plus en plus autoritaire, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que si ça marchait, on n'aurait besoin de le faire qu'une fois. Et le problème, c'est que quand on est de plus en plus autoritaire, lorsqu'on interdit à un ado de faire quelque chose, en fait, ça génère une seule chose, c'est le mensonge.
C'est-à-dire que lorsqu'on interdit, par exemple, à un ado d'aller sur son téléphone, d'aller sur Internet, ou que sais-je encore, de toute façon, il ira. Il ira par le biais du téléphone de ses camarades, tout simplement. Lorsqu'on interdit à un ado de faire quelque chose, en plus, ça le rend intéressant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on dit à un ado, je dis n'importe quoi, ne fume pas une cigarette, évidemment, c'est attirant. L'interdit attire. Et donc, je pense que c'est pas la bonne solution d'être autoritaire et d'interdire quelque chose. En tout cas, nous, lorsqu'on voit les parents qui viennent dans notre centre, c'est souvent parce qu'ils sont hétéritaires et que ça ne marche pas. Je ne dis pas que certaines fois ça peut marcher, mais nous, on les voit pas, ces parents-là. Mais souvent, malheureusement, l'autorité, les parents font... ils ne font pas la différence entre être autoritaire et faire autorité. Faire autorité, ça veut dire à nos enfants quels sont les risques, quels sont les dangers de la vie, mais les laisser choisir. Et ça, c'est faire autorité. Être autoritaire, c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, lui interdire de faire quelque chose, et malheureusement, on sait que ça ne fonctionne pas. Et le problème, c'est que plus on fait ça, plus les ados ne communiquent plus avec les parents. Et ils commencent à leur cacher les choses, à mentir, et moi, je trouve ça beaucoup plus dangereux. Certains ados peuvent avoir des comportements à risque ou même se rebeller. Existe-t-il des astuces pour aider les parents à gérer leurs peurs et leurs angoisses ? Les astuces, oui, gérer les peurs, ça c'est quelque chose qui est compliqué parce que on ne décide pas d'avoir peur. Et c'est logique quand on est parent, moi qui suis maman, je sais à quel point nos enfants peuvent générer des peurs qu'on aura toute notre vie en plus. C'est-à-dire qu'on les a petits et puis quand ils sont ados et puis quand ils sont grands. Je pense que quand on aime ses enfants, c'est le propre de parents d'avoir toujours peur pour ses enfants. Maintenant, lorsqu'on a des enfants, on a peur, surtout à l'adolescence, des comportements à risque, que ce soit l'alcool, la drogue, le tabac, les fréquentations dangereuses. Le problème, c'est que, comme je le disais, ça ne sert à rien d'interdire. C'est logique d'avoir peur parce qu'on connaît les dangers, mais la seule chose qu'on peut faire avec nos ados, c'est de leur dire quels sont les dangers, quels sont les risques. Et leur dire que si ils sont confrontés à une situation qui les met en danger, nous, on peut être là pour eux. Mais interdire, ça ne sert à rien. Avoir peur, je pense que c'est logique. Et ce qui est horrible, c'est qu'on ne pourra jamais empêcher un enfant ou un ado à faire quelque chose. Donc nous, on travaille en thérapie lorsque les parents sont submergés par la peur à apprivoiser leur peur. C'est la seule chose qu'on peut faire, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur quand on est parent. Est-ce que vous pensez que, en tant que parent, on peut culpabiliser le fait de ne pas avoir été assez autoritaire ou le fait de ne pas avoir interdit quelque chose à ses enfants alors que c'était pour sa protection ? Pas forcément, on ne culpabilise pas systématiquement parce que si ça marche, j'ai envie de dire c'est très bien. C'est-à-dire que si on a été extrêmement autoritaire mais que l'ado a respecté les règles, n'a jamais transgressé et que ça devient un adulte normal, on n'a aucune raison de culpabiliser. Peut-être que la culpabilité vient de se dire « je lui ai interdit et il a quand même fait la connerie ». Ça peut peut-être générer de la culpabilité, mais la culpabilité, je pense que quand on est parent, on l'a souvent. Parce qu'on se dit toujours on aurait pu faire différemment. Et pour autant, je trouve qu'être parent, c'est quand même le métier le plus dur du monde parce que s'il y avait un mode d'emploi, en fait, je ne serais pas thérapeute, je serais millionnaire. Ce qui n'est pas le cas. Beaucoup d'adultes ont des difficultés à communiquer avec les ados. Pourquoi cela peut-il paraître compliqué ? C'est logique parce qu'on n'a pas toujours le même langage. C'est pas toujours facile parce que les adultes pensent que et c'est logique de penser ça, que c'est leur rôle de donner des conseils, de fixer des règles. Alors que l'ado, lui, pense que c'est important, ils veulent être écoutés, ils veulent être indépendants. Donc vous voyez, on est à deux opposés pour le coup. Et par exemple, l'adulte, quand il donne des conseils, c'est dans l'objectif d'aider son ado. Mais l'ado, quand il entend le conseil, il entend « tu ne me fais pas confiance, tu es en train de m'imposer des règles ». Et c'est souvent une problématique de compréhension. On n'est pas au même niveau. L'adulte pense aider et l'ado pense qu'on l'oblige à faire certaines choses. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et puis, on a, nous les adultes, quand même un truc assez bizarre, c'est qu'on a oublié qu'on a été ado et on a aussi tendance à minimiser ce que ressentent les ados. Moi, je trouve. C'est-à-dire que lorsqu'un ado rentre chez nous et nous raconte un truc qui s'est passé au collège ou au lycée qu'il trouve difficile, souvent, nous, on a tendance à minimiser en disant « mais t'inquiète pas, chérie, tu vas voir, c'est pas si grave ce qui s'est passé ». On voit ça d'ailleurs souvent lorsqu'il y a les premiers chagrins d'amour. Moi, je trouve que c'est la phrase la plus horrible au monde quand on est ado et que c'est notre premier chagrin d'amour. Donc, c'est le plus douloureux.
Après les autres, on connaît déjà, hein. Alors que le premier, c'est le plus douloureux, et l'adulte, pensant aider, lui dit « c'est pas grave chérie, tu vas en trouver d'autres, de toute façon à ton âge, c'était pas la bonne ou c'était pas le bon ». Juste, on est ravagé, on n'a vraiment pas envie d'entendre ça en tant qu'ado. Et donc, effectivement, il y a un niveau où nous, adultes, on a oublié qu'on a vécu ça, qu'on a été ado. C'est toujours avec une bonne intention, hein. C'est-à-dire que quand on est parent et qu'on aime son enfant, tout ce qu'on fait, c'est toujours dans le sens d'aider son ado. Donc c'est que des choses logiques, hein. On est bien d'accord. Simplement, on a oublié de se remettre à son niveau. Et c'est pour ça que ce qu'on fait en général génère l'inverse de ce qu'on veut, hein. Il est important de rester serein face aux transformations que vivent les adolescents. Quand on est parent, comment faire pour adopter la bonne attitude ? Moi, je ne sais pas s'il y a une bonne attitude, hein, parce que j'ai pas de conseils ou de règles, de façon de faire à dire à chaque parent. Chaque parent trouve la sienne et en fait, c'est celle qui marche qui est la bonne. Maintenant, je pense qu'il y a une chose, c'est qu'en tant que parent, en fait, il faut accepter que nos enfants grandissent. Ne pas vouloir rester dans le passé en se disant « oui, ça sera toujours nos petits ». Ça a l'air bête, hein, oui, il aura toujours 3 ans. Ok, mais sauf que non, ça devient un adulte. Et donc, c'est lui faire confiance, créer plutôt un climat d'écoute, écouter aussi ce qu'ils ont à nous dire, parce que moi je trouve que les ados ont plein de choses à nous dire, pour nous faire grandir nous aussi. Et donc je trouve ça extrêmement intéressant de ne pas rester sur le passé, mais d'avancer en même temps qu'eux. C'est les accompagner sans vouloir les maîtriser. C'est ça, moi je pense, peut-être une bonne façon de faire. Il y a certains tabous que les parents n'osent parfois pas aborder avec leur ado. Pour vous, c'est quoi une communication saine entre parents et ados ? Pareil, je dirais, ça dépend de chaque parent, parce qu'il y a des parents qui parlent très librement de certaines choses, et puis d'autres qui sont un peu plus gênés. Moi, je pense que déjà, ce qu'il est important de dire, c'est de dire à nos enfants, tu peux tout me raconter ou à moi, ou à une personne de référence, hein, ça peut être une tante, une amie, la marraine, que sais-je encore. Mais en tout cas, lui dire, tu peux chercher tes réponses auprès d'un adulte référent. Parce que le risque, c'est que quand on n'ose pas du tout parler de certains sujets, notamment de sexualité, de drogue et autres, nos enfants, nos ados vont aller les chercher les réponses ailleurs, sur les réseaux sociaux. Et on sait que les réseaux sociaux, il y a plein de choses bonnes, mais il y a plein de fake news, il y a plein de choses qui ne sont pas vraies, qui sont violentes. N'oublions pas que, par exemple, moi, à chaque fois que je dis ça, je suis... La moyenne d'âge du premier film porno d'un ado, c'est quand même 9 ou 10 ans. Et donc, ça veut dire qu'ils vont les chercher ailleurs, les réponses. Et qu'ils ont notamment, par exemple, sur la sexualité, une image de la sexualité qui n'est pas la vraie. Et moi, je pense qu'effectivement, les tabous, ça génère ça. C'est qu'on génère, certaines fois, des constructions de choses qui ne sont pas réelles et qui peuvent générer sur quelque chose de violent où on ne respecte pas, par exemple, la femme. Alors que lui dire, oui, il y a des sujets peut-être que tu n'as pas envie de m'en parler, je comprends tout à fait, hein. Maintenant, si tu as des questions, est-ce que tu as une personne avec qui tu aimerais en parler, une référente ou autre ? Et ça, c'est important, hein. Moi, je trouve que la discussion, même si on ne force pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus relou qu'un parent qui veut à tout prix parler de sexualité avec son ado alors qu'il n'a pas envie, hein. On est d'accord. Mais juste lui laisser la porte ouverte et qu'il sache qu'il peut en parler. En lui disant, il n'y a aucun sujet tabou. Soit tu as envie de m'en parler à moi, soit tu sais que tu pourras peut-être en parler à une autre personne. Mais il faut qu'il sache qu'il a cette possibilité. Des parents en difficulté peuvent avoir besoin d'un soutien pendant cette période. Vers quels professionnels peuvent-ils se retourner ? Alors, j'ai envie de dire nous, effectivement, en thérapie, dans nos centres, on voit beaucoup de parents qui viennent consulter. Ils viennent consulter parce que nous, on travaille avec les personnes qui souffrent le plus. Et souvent, à l'adolescence, on voit des ados qui viennent pour des souffrances qui peuvent être liées à leurs parents. Mais c'est pas la majorité. Souvent, on voit des parents qui viennent chez nous, dans nos cabinets, parce qu'ils n'y arrivent plus avec leur ado et ils viennent pour apaiser les relations. Et souvent, ce qu'on voit, c'est parce qu'ils sont vraiment dans la prise en charge extrême de leur enfant, parce qu'ils pensent qu'ils savent mieux que leur ado ce qui est bon pour eux. Et en fait, ça génère quelque chose où on a des situations extrêmement violentes parce que plus l'adulte essaye de forcer l'ado à faire quelque chose, plus l'ado se rebelle et plus on arrive à des situations extrêmement violentes. Alors que responsabiliser un ado, et moi je pense que c'est le rôle de nous, parents, c'est de lui faire confiance. Quand on fait confiance à un ado, c'est par exemple lui dire soit
Prenons le thème de la scolarité, parce que c'est quand même le thème qu'on voit souvent en thérapie. Souvent, les parents sont beaucoup sur les ados pour les devoirs. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Fais tes devoirs. Vont contrôler sur pronotes. Enfin, tout ça, quoi. Les trucs très sympas qu'on fait tellement bien et si souvent. Et bon, certains ados pour qui ça ne pose aucun problème, c'est OK. Mais pour d'autres, quand ça pose problème, on arrive à des relations où il n'y a plus de relations. Et donc, nous, les parents, quand ils viennent nous voir, quand ils nous expliquent que c'est pour la scolarité de leur ado, évidemment que tout de suite, on leur dit, nous, on va pas tellement vous aider parce que si vous, parents, les êtres quand même les plus proches de vos enfants, vous n'arrivez pas à les mettre au travail, il y a quand même très peu de chances que nous, thérapeutes, on y arrive. Hein. Donc ça, on ne prend pas cet objectif. Par contre, l'objectif que l'on peut prendre, c'est apaiser les relations avec leur ado. Et apaiser les relations, c'est apprendre aux parents à faire confiance à leur ado. Mais faire confiance à leur ado, c'est par exemple leur dire soit tu fais tes devoirs, tu verras ce que ça donne, soit tu les fais pas et tu assumeras les conséquences. Mais quand on laisse le choix à un ado, alors, il faut vraiment lui laisser le choix. C'est pas dire, alors voilà, tu as ces deux possibilités, mais en fait, il faudrait quand même que tu prennes celle que tu sais, maman, elle aime tellement faire les devoirs là. Non, c'est accepter qu'il prenne l'autre voie, qu'il se plante. C'est ça, faire confiance à son enfant, c'est accepter qu'il puisse prendre une voie qui n'est pas la nôtre. Et en général, ça fait de très beaux adultes après, je trouve. Parfois, les tensions sont très importantes. Comment faire quand on n'arrive plus à communiquer avec son ado ? Il faut arrêter de forcer. Parce que c'est un peu, quand on force un ado à communiquer avec nous, c'est un peu comme si on dansait un tango. Plus on avance vers lui, plus il recule. Et donc il faut arrêter ça et le laisser venir. Parce que sinon ça ne sert à rien. Forcer quelqu'un à vous parler, à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, ça ne marchera pas. Et donc il faut arrêter ça et voir ce qui se passe si on arrête de forcer. À votre avis, quel rôle doivent jouer les parents dans cette période transitoire de l'adolescence ? Je pense que c'est plutôt être présent, être là pour eux, être un guide, mais sans jamais obliger, sans jamais forcer. Moi, je trouve que la plus belle preuve de confiance et d'amour qu'on peut faire à nos enfants, c'est de leur dire que quoi que tu fasses, c'est OK pour nous. On sera toujours là pour toi. Mais c'est difficile parce que ça veut dire qu'on renonce à certaines choses. Hein, qu'ils aient 18 tous les jours, par exemple. Non. Vous êtes psychopraticienne au sein de A180° Chagrin scolaire. Quel type d'accompagnement proposez-vous aux parents et aux adolescents pour les aider à mieux vivre cette période ? Nous, effectivement, lorsqu'on a les personnes dans nos cabinets, que ce soit les parents ou les adolescents, on leur demande toujours quelle est la problématique pour eux, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et en thérapie brève, sur ce modèle de Palo Alto, on travaille toujours, mais alors toujours de la même façon. C'est qu'on essaye de comprendre ce que font les patients pour résoudre leurs problèmes. Qu'est-ce que le parent, par exemple, fait pour faire en sorte d'arriver à son objectif avec son ado ? N'oublions pas qu'on fait tous des choses très logiques. Il n'y a aucun patient qui est fou et débile. Hein. Il fait quelque chose de logique parce que dans d'autres contextes, ça a fonctionné. Et donc, il est un peu comme un hamster dans une roue. Il fait toujours plus de la même chose en se disant, comme ça avait déjà marché, par exemple, quand il avait 10 ans, je vais continuer parce qu'à un moment donné, ça va remarcher. Donc nous, notre job, c'est de comprendre ce que font les personnes de très logique pour apaiser leur souffrance, mais qui ne marchent pas, pour précisément ensuite leur demander de faire l'inverse de ce qu'ils font. Ce qui est extrêmement difficile, hein, on est d'accord. Mais c'est seulement en faisant l'inverse de ce qui ne fonctionne pas que peut-être ça ira mieux. On le sait jamais à l'avance, même si on voit effectivement que ça fonctionne. Mais voyez, faire toujours plus de la même chose, forcer toujours un ado à faire ses devoirs, et en fait, ça génère par exemple de plus en plus de tensions et s'y met de moins en moins, parce que plus quelqu'un a envie pour vous, moins vous avez envie, hein. On est bien d'accord. Et donc, plus on est dans ce mouvement, plus on dégrade la relation. Le seul moyen d'arrêter ça, c'est de voir ce qui se passe si on arrête d'être sur son dos. Et en général, il s'y met pas forcément plus, hein, mais en tout cas, il retrouve des relations. Et c'est déjà pas si mal. Pouvez-vous nous conseiller quelques activités qui peuvent recréer du lien entre parents et ados ? Vous avez plein de richesses que nous, on ne connaît pas. Et c'est par exemple demander quelle série vous regardez en ce moment, puis regarder une série avec eux, quelle musique ils aiment, en écouter des morceaux, parce qu'alors on trouve que nos musiques sont super bien. Il y a eu des choses depuis. Et je trouve que c'est intéressant aussi de s'intéresser à ce que font nos enfants, à ce qu'ils aiment, parce qu'on leur montre aussi qu'ils sont intéressants, qu'ils peuvent nous apprendre des choses. Donc ouais, c'est aussi s'intéresser à eux et pas juste faire des critiques. Pour finir, comment avez-vous vécu l'adolescence de vos enfants ? Quand j'ai vécu, alors moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que je travaillais déjà avec la thérapie brève depuis quelques années et donc c'est ce qui m'a aidée
Les accompagner sans être trop chiante, sans être trop sur leur dos, même si je pense qu'ils vous diraient le contraire, évidemment, ce qui est bien logique. Mais moi, c'est ce qui m'a aidée, c'est que sinon, je pense que j'aurais été une maman, de par mon inquiétude, qui aurait été extrêmement pénible avec eux. Mais vraiment, je le pense sincèrement, j'aurais été beaucoup sur leur dos, je leur aurais demandé beaucoup de choses et je pense que j'aurais pu casser la relation. Heureusement, la thérapie m'a aidée à voir les choses un peu différemment et à leur faire confiance. J'ai eu la chance d'avoir 2 ados quand même top. Merci à Olympe Forest d'avoir répondu à nos nombreuses questions concernant la communication entre parents et adolescents. Si vous rencontrez parents comme enfants des difficultés à communiquer avec vos parents ou proches, des professionnels sont à votre disposition, à votre écoute. Pour tout complément d'information sur notre psychopraticienne Olympe Forest, rendez-vous sur le site internet a180°.com. Vous pouvez réécouter notre émission sur le site internet de radioaléo.fr. Merci à tous nos auditeurs et à bientôt. Merci.